Bienvenue dans Les Vraies Voix, font parler la France comme tous les soirs du lundi au jeudi de 19h à 20h, bien évidemment en compagnie de François-Louis Bourneau. Bonsoir François-Louis. Avec vous Philippe, la semaine passe plus vite. Oh mais elle passe très vite, quel que soit X, mais avec vous c'est vrai que pour conclure 2 heures de Vraies Voix, c'est parfait. Ah bon, c'est super. un peu le digestif à la fin d'un bon repas. Vous me comparez à une chartreuse Philippe ? Non, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à rappeler. consommer avec modération. Donc je ne vous compare à aucun alcool. Ah bon, très bien. En tout cas, je suis très content de vous retrouver ce soir. On va encore vous donner la parole, bien sûr, puisque c'est le but de cette émission. 19h, 20h, les vraies voix font parler à la France. Philippe, ce soir, on va parler d'un couvre-feu qui fait pas forcément plaisir à nos amis toulousains et à nos amis de Clermont-Ferrand. Absolument, on en a parlé dans le second débat des vraies voix. On avait le député François Piquemal, député par ailleurs de Haute-Garonne, challenger de Jean-Luc Moudenc à la dernière municipale de Toulouse, qui lui s'y oppose. Vous avez été nombreux à appeler, mais comme on avait les vraies voix et un député, on lui a donné la parole, eh bien on va vous donner la parole pour réagir à ce sujet. Absolument. Vous êtes pour ou contre? Vous êtes fan de foot et vous dites c'est scandaleux, ou vous dites ben non, je suis fan de foot, mais on n'a plus le choix. On attend vos avis. À quel numéro? 0826 300 300. Est-ce que ce couvre-feu ne serait pas un peu une punition collective? Eh ben, on en parle dans un instant. Et puis, on va parler de Patrick Bruel, puisque Philippe, il est devant 4 juges depuis ce matin. On en parlait juste avant de prendre l'antenne. Est-ce que pour vous, c'est quoi? C'est une idole qui va sombrer? Est-ce que les personnalités publiques doivent être jugées plus sévèrement? C'est aussi un vrai débat de justice. Philippe, on en parle. 0826 300 300. C'est dans un instant. Et tout de suite, on va parler de ce couvre-feu qui fait beaucoup parler de lui. Et direction le Pas-de-Calais, une région de football. Bonsoir David. Bonsoir. Oui, bonsoir. Déjà, permettez-moi de vous dire que vous avez un très beau prénom. C'est gentil, ouais. David. J'allais vous retourner le compliment. Merci. David, vous n'êtes joli nom. Vous n'êtes pas à Toulouse ou à Clermont-Ferrand, mais vous avez voulu prendre la parole au 0826 326 300 pardon. Ce couvre-feu pour les mineurs qui est notamment mis en place à Toulouse et à Clermont-Ferrand, c'est quelque chose de normal ou de pas normal? Est-ce qu'on doit mettre en place ce genre de système qui parfois punit ceux qui n'ont rien fait? On vous écoute. Je dirais que malheureusement c'est une solution d'urgence parce que pour tous les mineurs de moins de 16 ans, on sait qu'il n'y a pas de sanction au niveau de la justice. Donc pour l'instant le maire il fait ce qu'il peut, c'est-à-dire que c'est dommage d'en arriver là. Nous on n'a jamais connu ça. Comme je disais à Aude, la standardiste, je suis supporter de Lens. Nous on est venu avec mon fils à Paris pour la finale de Coupe de France. Contre Nice. Contre Nice, et ça s'est très très bien passé. On a même croisé des supporters niçois en repartant et c'était vraiment bon enfant. Mais le problème c'est que, alors c'est pour ça que je m'étouffais, j'étais au volant de la voiture, j'écoutais Sud Radio et j'entendais le député LFI qui nous donnait des leçons de maintien de l'ordre. Enfin j'hallucinais quoi, je me dis c'était du grand n'importe quoi. Parce que pour moi, c'est un parti qui est responsable du chaos qui se passe en France. Et le souci, pour moi, c'est un souci d'éducation, c'est un souci c'est les parents qui ne sont pas capables de gérer leurs enfants. Ça me paraît complètement fou. David, vous avez un fils qui a une vingtaine d'années, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui. Vous auriez des scrupules à le laisser justement dans ces fan zones. Est-ce que vous en avez peut-être parlé avec lui? Expliquez-nous comment ça se passe. Écoutez, jusqu'à présent, c'est vrai que par chez nous, dans le Pas-de-Calais, alors peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup de mères et les filles, ça se passe plutôt bien. Les fan zones dans les villes environnantes, on n'a jamais eu de dégradation comme ça. C'est bon enfant, qu'on gagne, qu'on perde. On perd, on est déçu, on gagne, on est content, mais on casse rien, on brûle pas de voiture, on défonce pas les vitrines. Pour moi, c'est un prétexte finalement. Quel que soit le prétexte, il faut casser, il faut voler, il faut taper la police. Et j'écoutais le député LFI qui, à nouveau, la culture de l'excuse, c'est une inversion des responsabilités, c'est parce qu'il n'y a pas de fan zone, c'est parce qu'il n'y a pas d'éducateur, parce qu'il y a toujours une raison qui justifie qu'on se comporte mal. Mais David, moi je suis un fan de foot comme vous êtes supporter des 100 et or, on l'a entendu, vous êtes descendu à Paris, alors que les Toulousains, eux, ils montent, ça dépend, c'est un problème de carte. Pour la finale contre Nice, vous vous dites, nous on a croisé les supporters niçois, ça s'est super bien passé. Moi j'ai regardé sur Canal+, le film sur la victoire du PSG, ce qu'on appelle en bon français le back-to-back, et on voit les supporters du PSG dans Budapest qui trinquent et qui se tapent dans la main avec les supporters d'Arsenal.
scandale, alors qu'à l'époque, l'Angleterre, c'était le pays du hooliganisme. Moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est qu'on fait porter les émeutes en disant ce sont les supporters de foot. Mais ils n'ont rien à voir avec les supporters de foot, parce que quand ils cassent à la fête de la musique, la fête de la musique, désolé, même si on chante Aller les Verts pendant toute la soirée, comme c'est là où les corons, qui est devenu l'hymne de Lens, il y a de la bagarre, il y a de la casse, il y a des violences, mais ça n'a rien à voir avec le foot. Vous qui êtes un vrai footeux a priori, vous n'êtes pas scandalisé par cet amalgame qui est fait avec les supporters de foot ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en plus, ça remonte à pas mal d'années, mais il y a 28 ans, sur l'ancienne finale contre Paris, oui. On avait bu des verres avec des supporters parisiens et ça s'était très bien passé, même s'il y avait eu l'histoire de la banderole, oui. Mais ça ne concernait qu'une minorité. Mais c'est vrai qu'on avait eu aussi une bonne ambiance, bonne entente, et on était reparti, on n'a absolument pas été agressé, il n'y avait pas eu de problème. Non, alors qu'on disait à l'époque que les supporters du Paris Saint-Germain étaient les plus violents de France, même si la finale dont vous parlez a eu lieu, je crois que c'était au moment du plan ou juste après le plan Le Proux, pour écrémer notamment le COP Boulogne, où il y avait des gens racistes, néo-nazis, violents, etc. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais non, c'est vrai que, comme vous dites, c'est un amalgame, parce qu'au final, c'est des gens qui vont s'agglomérer un peu comme quand il y a une manifestation, tous les casseurs, les black blocs qui s'agglutinent avec des gens qui manifestent pour une bonne cause et qui profitent de l'occasion pour derrière taper sur la police, voler, casser, brûler des bagnoles. En fait, et quand j'entendais ce député LFI, lui va à nouveau toujours trouver des motifs pour justifier ça. C'est parce qu'il y a toujours un motif. Et pour moi, ces comportements, il n'y a pas de motif, c'est injustifiable. David, on va vous poser, et vous allez rester parce qu'on va faire une pause dans quelques secondes. Vous allez regarder les matchs de la Coupe du Monde comme ça à la maison avec des amis, ou vous allez aller, je sais pas moi, sur des fan zones ou au café. Comment vous allez regarder les matchs ? Alors pas tous, les matchs des Bleus en particulier, parce qu'avec un mondial à 48 équipes, vous passez votre temps sans travailler si vous regardez tous les matchs. Et surtout, vu les matchs à 4h du matin, vous dormez plus. Non, voilà, je pense que sur les belles rencontres de l'équipe de France, on va aller dans des bars ou dans des fan zones parce que l'ambiance est différente et qu'on vibre pas pareil quand on est en groupe ou au lieu d'être seul chez soi, ou même si on a deux à regarder à la maison, c'est pas pareil, quoi. Eh bien, restez avec nous, David, un vrai supporter de foot. Tout à fait, Philippe. Et si, comme David, vous avez décidé d'aller dans des bars ou des fan zones et que ça vous indigne d'apprendre que des couvre-feux vont être mis en place, notamment pour les mineurs, on parle de Toulouse, on parle de Clermont-Ferrand, 0826 300 300, c'est le numéro à composer jusqu'à 20h. Avec Philippe David, on se retrouve tout de suite. 19h-20h, les vraies voix font parler la France. Les vraies voix font parler la France, en compagnie bien évidemment de François-Louis Bourneau. Celle qui vous répondra au standard, c'est la charmante Aude, à la voix suave et au sourire légendaire. Maxime qui vous met à l'antenne, notre réalisateur, excellent réalisateur Maxime, n'est-ce pas ? Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Et évidemment, au web, lui vous ne le voyez pas, mais vous voyez ses posts sur Facebook, Twitter, YouTube et tout le tralala. Antonin du web, et on parle de ces couvre-feux. Antonin Durand, pas Antonin du web. Oui. Là, tu peux mettre le point de la mauvaise vanne. Parce que pour moi, je me le mets, c'est pour vous. Allez, on repart. Pour une fois, c'est pas pour vous, Philippe. Bon, on repart sur ces couvre-feux, pour les mineurs qui ont été approuvés, notamment à Toulouse et à Clermont-Ferrand. C'est les deux villes dont on parle beaucoup, puisque ça indigne énormément de personnes de savoir que pour une célébration telle que la Coupe du Monde, oui, qui est censée être bon enfant, où on passe un bon moment, c'est pas non plus tout le temps, Philippe. Non, c'est tous les 4 ans. Voilà, on va devoir, encore une fois, se limiter, se priver, se restreindre, parce que il y a des comportements qui ne sont pas toujours exemplaires dans ce genre de situation. Philippe, est-ce que vous aviez prévu d'aller voir ces matchs, à Toulouse ou à Clermont-Ferrand? Est-ce que vous avez prévu d'aller dans des fan zones dans votre ville? Dites-le nous, 0826 300 300. On en parle tout de suite avec Eric de Bordeaux. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Alors vous qu'est-ce écoute. que vous en pensez des couvre-feux pour les moins de 16 ans comme à Clermont-Ferrand ou à Toulouse? Ça viendra peut-être à Bordeaux d'ailleurs. Oui, on verra bien. Ce qui est très très drôle dans votre sujet, si vous voulez, c'est que ces deux villes sont deux villes mythiques du top 14. Oui, c'est vrai. A-t-on déjà vu des débordements pareils lors de matchs, si vous voulez, soit du top 14, soit de la précédente Coupe du Monde? Non. Jamais de la vie. Donc, alors permettez-moi de vous dire, comme vous êtes bordelais, ça va vous faire plaisir, et à Maxime qui est de Cestas aussi, l'UBB c'est quand même une ville mythique de rugby. Bordeaux c'est aussi une ville mythique de rugby, il faut le dire. Et l'état d'esprit est toujours aussi sympathique, et moi je pense que le public en question, plutôt que de le mettre en prison,
qu'on ferait mieux de l'envoyer dans des matchs de rugby pour comprendre comment on peut se comporter avec des individus. C'est un problème de civisme. Et les pouvoirs publics, c'est un abus d'impuissance. Ça, c'est vrai. C'est un aveu d'impuissance. Malheureusement, c'est un peu trop tard, quoi. Donc le problème, on le connaît, il est au niveau parental, il est au niveau familial, il est dans l'éducation de tous les jours que l'on doit transmettre à des gamins, et puis dans les valeurs du sport. Voilà, le problème, il est là. Mais Eric, vous entendiez David de Béthune, supporter de Lens, qui est avec nous. C'est vrai qu'au rugby, il n'y a jamais de problème. Que ce soit les clubs du top 14 ou l'équipe de France. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Lens a gagné la Coupe de France. David, il a dit, moi je suis allé au Stade de France avec mon fils à Saint-Denis. On est remonté, on a fait la fête. Et pourtant c'est du foot, il n'y a pas eu le moindre problème. Mais oui, non, mais c'est aussi le problème parisien. Hein. Il n'y a pas que lors de ces événements que ces événements malheureux se produisent. Hein. C'est vrai, mais ou aussi dans l'équipe de France. Moi, j'en parlais tout à l'heure avec François Picmal. J'avais fait 6 heures de direct pour la finale de la Coupe du Monde 2018. Je vais aux Champs-Élysées pour fêter ça. Première chose, on se fait prendre les gaz lacrymogènes en pleine tête, et les CRS y étaient pour rien, parce qu'il y avait les voyous qui cassaient les voitures, etc. C'était complètement dingue. Et là, on peut dire que la police n'avait pas le choix, non ? Philippe, franchement, la solution, on la connaît tous. Le problème, si vous voulez, c'est que, en fait, le procès d'intention, il faut le faire aux politiques qui critiquent les mesures qu'il faudrait prendre. Chaque fois qu'un politique, de notre bord, bien entendu, explique qu'il faudrait peut-être mettre quelque chose en place d'un peu plus restrictif ou un peu plus sévère. Pour ce qui est de l'histoire des couvre-feux dans les villes en question de Toulouse et de Clermont, c'est affreux pour les gamins qui aiment bien faire la fête de manière sympathique, quoi. C'est ça qui est désastreux. Et en fait, si vous voulez, ces noyaux-là, il faudrait vraiment les déboulonner complètement, quoi. Ça, c'est clair. Le problème, c'est que je vais passer pour un vieux machin, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Déjà, vous êtes vieux, et 2, vous n'êtes pas un machin. Le seul machin qui existe, c'était l'ONU. Selon le général de Gaulle. Excellent. Non, sans déconner. Je crois que le problème, il est qu'en fait, une minorité qui se désintéresse totalement en fait du sport et qui est uniquement là pour casser et foutre le bordel, comme on dit, vous me passerez l'expression, hein. Exactement, et votre client de Béthune, il était tout à fait dans le sujet. C'est un type absolument adorable. Voilà, donc moi, franchement, je suis contre la mesure, évidemment, parce que ça va pénaliser tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il faut que les pouvoirs publics prennent la mesure des choses, quoi. C'est clair. Ils ne font pas. Eric, David, restez avec nous parce que ça appelle de Clermont-Ferrand. On va se rapprocher de la zone d'intérêt, Philippe, puisqu'on va aller du côté de Clermont-Ferrand avec Christian. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Christian. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Vous n'êtes pas passé à côté de cette nouvelle, bien sûr, qu'on énonce depuis le début à l'antenne. Ça vous fait quoi de savoir qu'un couvre-feu va être imposé, notamment pour les mineurs dans votre ville ? On vous écoute. Moi je trouve ça un peu dommage, bien sûr, parce que on va empêcher les supporters, des vrais supporters, d'aller voir un match de football, de faire la fête. Et le problème, c'est les individus qui foutent le bordel, comme on dit, n'ont rien à voir avec des supporters de foot ou quoi que ce soit. Ils n'aiment rien, ils n'aiment que casser. C'est exactement ce que je disais. Donc ça n'a rien à voir ni avec le foot ni avec le rugby. Moi, je suis un passionné de sport. En plus, je suis originaire du Nord, donc je connais bien Lens, Lille, tout ça. Mais ça vous fait un point commun avec David déjà. Ça pose pas de problème. Donc c'est un peu dommage. Maintenant, moi j'ai fait partie des forces de l'ordre, donc je sais ce que c'est que d'affronter des gens qui veulent tout casser. Mais bon, quand on est face à des gens comme ça, et encore, on a réduit largement les possibilités des gendarmes mobiles et des CRS dans leurs moyens de lutte. À part la lacrymogène, ils n'ont plus que ça. Je veux dire, les pauvres. Mais bon... Mais Christian, comment réagissent les gens à Clermont-Ferrand à la décision du maire Monsieur Bonny de faire ce couvre-feu, on va dire ça comme ça, Comment ils réagissent les gens là-bas en Auvergne ?
Les avis sont partagés. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je dirais, c'est la responsabilité des parents. Hein. Malheureusement, la génération des parents des jeunes de 16-17 ans, eh bien, déjà, peut-être qu'eux n'ont pas eu l'éducation qu'il fallait. Moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Eh bien, ils vont jamais poser de problème, et pourtant, ils sortent et ils sont respectueux, hein, donc parce qu'on les a bien éduqués, je pense. Hein. Mais Christian, il n'y a pas une question qui se pose comme... Je peux vous poser une question indiscrète, vous avez quel âge ? Moi, j'ai 70 ans. D'accord, donc vous avez connu les triomphes de 84 avec la bande à Platini, de 98 avec... Moi, je me souviens, je le disais tout à l'heure au député Picmal, en 84, on a été faire une méga fête dans la rue, parce que on n'avait jamais rien gagné de notre histoire, ni en club, ni en équipe nationale. C'était la fête. Je me souviens qu'il n'y a pas eu un événement. Les gens chantaient ensemble dans la rue, dans un quartier populaire, mais c'était génial. J'ai même connu 82 où on a perdu contre l'Allemagne. On n'a pas cassé parce qu'on avait perdu. Hein. Ah bah non, mais moi je me souviens, j'avais vu le match à Soulac-sur-Mer, vous voyez, pas très loin de chez Eric, au Café de la Plage. Il y avait plus d'Allemands dans le café que de Français. Et pourtant, Dieu sait si ce match a été une tragédie avec Schumacher qui fracasse Battiston. Il n'y a personne. Les Allemands étaient un peu enquiquinés, ils la ramenaient pas trop, mais il n'y aurait pas eu une violence, tout s'est bien passé. Et même pour la finale, ils sont venus voir Allemagne-Italie, enfin RFA à l'époque, Italie en finale, avec les Français, ça s'était super bien passé. Il n'y aurait pas eu un gramme de violence. On est quand même dans une société malade, non ? Oui, moi j'ai regardé la finale de l'Euro 2000. On était avec des Allemands, des Hollandais. Ça s'est super bien passé. Il y avait des Italiens, des Français qui supportaient l'Italie. On a fait la fête. C'était comme ça, quoi. On a bien rigolé. Et puis il s'est rien passé, quoi. Mais vous qui avez été dans les forces de l'ordre, vous l'avez dit pendant longtemps, vous avez vu la situation se dégrader ? Alors après ça dépend. Ça dépend les circonstances et à quoi on a fait. Moi j'ai fait les premiers matchs Paris Saint-Germain-Saint-Etienne de la grande époque au Parc des Princes. Il y avait des supporters parisiens qui essayaient de passer au-dessus des grilles à l'époque sur les premiers matchs. Eh bien, on les réceptionnait de l'autre côté et puis on les mettait dehors. Bah c'est sûr. Alors, je vais vous prendre tous les trois, parce que vous êtes trois vrais fans de foot, Eric, Christian et David. Et pas que de foot. Et pas que de foot, de rugby. Bah, Clermont, c'est logique. D'ailleurs, Eric de Bordeaux a rendu hommage à Clermont. Hein. Non, basket aussi, basket. Oui, je voudrais vous poser une question à tous les trois. Votre favori pour la Coupe du Monde, David ? Comme ça commence demain, ça va aller vite. Hein. Moi, c'est la France. D'accord, la France, très bien. Eric, votre favori pour la Coupe du Monde ? Mais la France, bien sûr. Bon, et Christian, on vous laisse conclure. 100% la France, hein. Bon, vous êtes unanime au moins, c'est l'avantage. Au moins, que les dieux du football vous écoutent, parce que ça veut dire que vous êtes trois, ça nous donnerait la troisième étoile. Si jamais notre ami Philippe David était pour le Portugal, voilà. Non, j'ai pas dit que j'étais pour le Portugal. J'ai dit que je mettais comme favori le Portugal devant la France, parce que je pense qu'ils nous sont supérieurs au milieu de terrain. Et comme le disait très bien Michel Platini... Oui, parce que il y a des Parisiens. Attendez, excusez-moi, mais Joao Neves et Vitinha au milieu de terrain, c'est quand même pas mal. Hein. Si vous rajoutez Bernardo Silva, etc., c'est quand même pas mal du tout. Hein. C'est pas mal, mais nous on a les meilleurs aussi, quasiment tous les postes. Oui. Et ce qu'il y a, il faudra pas sous-estimer l'adversaire, il faudra jouer à fond chaque match. Je te le dis, moi, je prends ta gueule, là c'est toute la semaine. François-Louis ? Non, j'allais te dire que si vous voulez parler foot, en tout cas, ça va être une émission à retrouver dès la semaine prochaine, dès 20h. Vous serez avec les tontons du mondial à partir de lundi, 20h-21h. Et ça sera une émission où vous pourrez parler foot. C'est à retrouver dès la semaine prochaine, Philippe. Et puis nous, dans un instant, on va parler de Patrick Bruel. Voilà, c'est tout de suite dans les vraies voix. Faut me parler de la France. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Pour nous, on a parlé il y a quelques instants de ces couvre-feux qui vont avoir lieu à Clermont-Ferrand et à Toulouse. Alors, Toulouse, c'est pas encore validé, mais Clermont-Ferrand, c'est validé pour interdire
aux mineurs de moins de 16 ans d'être dans la rue les soirs de match. Et il y aura des matchs tous les soirs, donc on va dire que ça va durer plus d'un mois. Et on va passer à un sujet beaucoup plus lourd, François-Louis Bourneau, sur la possible chute d'une icône ou d'une idole, comme vous voudrez. Puis absolument, Philippe, puisqu'on parle de Patrick Bruel. D'ailleurs, l'interrogatoire de Patrick Bruel par les juges d'instruction a débuté. C'est au total 4 juges d'instruction qui vont interroger le chanteur. Alors on vous pose cette question. Déjà, on est en train de savoir si Patrick Bruel va passer la nuit en prison, parce que c'est possible, Philippe, on n'a pas encore l'information. Et puis surtout, on va revenir sur ce qui a été une icône. Est-ce que vous trouvez que la justice fait son travail concernant l'affaire Patrick Bruel? Est-ce que ça a tendance à vous interpeller, cette affaire? Dites-le nous, 0826 300 300. On va avoir Anthony de Castres qui est avec nous. Bonsoir Anthony. Bonsoir Anthony. Bonsoir à tous. Vous avez voulu prendre la parole, cette affaire de Patrick Bruel. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On vous écoute. Écoutez, alors moi déjà je suis partisan de ne pas séparer l'homme de l'artiste. Voilà, il faut qu'il réponde de ses actes. D'accord. Je vais quand même mettre un petit bémol, c'est que je suis très très attaché à la présomption d'innocence. Donc tant que c'est pas avéré, bon là on a quand même un faisceau de preuves, mais voilà, d'un sens comme d'un autre, je trouve qu'il faut absolument appuyer sur le fait qu'il soit jugé comme les autres, c'est-à-dire qu'il soit pas minimisé parce que c'est une icône et qu'il soit pas aggravé parce que c'est une icône. Voilà, moi je trouve que ça c'est important. Si on veut que la justice fonctionne dans ce pays, c'est important de garder ce fait en tête. Et vous croyez que, vu la personnalité de Patrick Bruel, qui a été quand même une énorme vedette et une énorme star, que ce soit dans la chanson, au cinéma ou au théâtre, parce qu'il a fait quand même des pièces, des chansons et des films qui ont très bien marché, est-ce que vous pensez qu'on peut être jugé de la même manière, parce qu'il y a quand même là les médias et tout l'emballement qu'il y a, comme Monsieur Tout-le-Monde pour les mêmes faits? C'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est un peu une utopie, parce que c'est vrai que malheureusement avec l'emballement médiatique et l'exposition, ça fait que ça change un peu. Après, ayons confiance en la justice. C'est le message que je voudrais faire passer malgré tout. C'est ayons confiance en les juges qui vont juger en fait étant droit. Restez avec nous, Anthony. On va aller du côté du Bouscat, Philippe, puisqu'il y a Cécile qui nous écoute. Bonsoir Cécile. Bonsoir Cécile. Oui. Bonsoir l'équipe. Vous n'êtes pas Cécile du minibus, on est d'accord? Pas du tout. Quoique, des fois, j'aimerais bien l'être, parce que je la trouve des fois très bien entourée. Ah, j'espère qu'elle nous écoute, en tout cas. On lui passe le... Je vous confirme qu'elle est extrêmement bien entourée, surtout celui qui est assis à sa gauche tous les soirs de 17h à 19h. Exactement. Mais François-Louis aussi. Il peut pas de s'en qualité, empêcher. donc c'est toujours un plaisir. C'est très gentil, Cécile. En préambule, parce que je sais que je vais plomber un peu l'ambiance, je voudrais simplement dire, allez l'UBB, parce que on est quand même, on est bon. Voilà. Oui, vous êtes champion d'Europe et par contre, je suis désolé, mais ça l'a pas fait pour le top 6, mais vous avez fait vraiment rêver, et c'est un supporter du Stade Toulousain qui vous le dit, vous avez fait rêver les Français, notamment 2 années consécutives en Coupe d'Europe. C'est ça. Maxime, notre réalisateur, qui est de Cestas, ne dit pas le contraire, évidemment. N'est-ce pas Maxime? Évidemment. On vous écoute, sur un sujet beaucoup moins léger, Cécile. Beaucoup moins léger, mais beaucoup moins léger parce que je me sens concernée. Et si vous me le permettez, je sais que Aude, elle est adorable. Ne l'a changé pour rien au monde. Alors excusez-moi, le terme adorable est faible pour Aude. C'est vrai. C'est pas lui rendre justice. C'est un sujet qui me tient à cœur et je voudrais témoigner, si vous me le permettez, donner un petit peu de temps et après vous répondre sur Bruel. Je vous laisse répondre, vous avez tout votre temps, Cécile. C'est gentil. Me tentez pas parce que ça pourrait durer jusqu'à 50 quand même, sur un malentendu. Mais on a des pubs à faire parce qu'il faut bien vivre. Je vous donne la parole. Mais je sais ce que c'est les nécessites, vous inquiétez pas. Bon, sérieusement, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui me bouleverse toujours autant parce que il y a 7 ans de ça, je prends la décision de divorcer du père de mes enfants. Et je me retrouve face à quelqu'un que je ne connaissais pas qui m'a fait subir des violences psychologiques. La difficulté des violences psychologiques, c'est que quand vous arrivez dans un commissariat, que d'abord vous êtes reçu par quelqu'un, la première fois j'ai été reçue par un homme absolument charmant, qui m'a dit, effectivement, au vu de tout ce que vous me dites, écoutez, vous allez partir au COVA, donc c'est le centre des victimes violences d'agression, voilà. Oui.
à Bordeaux, qui est donc c'est la médecine légale qui s'occupe de ça. Oui. Donc j'ai été reçue par ces gens-là. Ces gens-là me donnent des jours d'ITT, donc reconnaissent que j'avais eu un traumatisme. Et je pars avec ça en me disant, comme l'auditeur juste avant, mais moi j'ai confiance en la justice. C'est la justice de mon pays. J'ai jamais été confrontée à la justice. Moi, je sais pas comment elle fonctionne. Donc, fort de ça, de cette plainte-là, je me dis, il va y avoir des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont se passer, en tout cas. Bien entendu, cette personne-là, a continué à m'enfermer dans des pièces, à enlever les clés de toutes les pièces. Donc, on pouvait plus s'enfermer nulle part. L'enfer, voilà. Et donc, il m'a arraché mes écouteurs, privation de sommeil. Des choses, en fait, de manipulation. Une privation de sommeil, donc vous êtes affaibli, vous n'arrivez plus en fait à faire vous avez un problème de perte de repères. Et pourtant, je suis normalement bien équilibrée. Hein. Mais là, deuxième fois, je vais redéposer plainte. Et puis, mon commissariat étant fermé, je vais à Bordeaux. Au commissariat de Bordeaux, ils me disent, on va vous envoyer le référent des violences conjugales. Donc cette personne me reçoit, il me dit, mais en fonction de ce que vous êtes en train de me dire, vous devez repartir au COVA. Parce que vous êtes à nouveau victime de violence. Et là, la personne qui m'avait reçu en préambule me dit, écoutez, je vais prendre votre plainte comme ça, vous n'irez pas au COVA. Donc déjà, vous arrivez, vous êtes obligé d'aller porter plainte. Vous portez plainte contre la personne qui a partagé votre vie depuis 32 ans. Oui. Et vous êtes reçu comme un chien dans un jeu de tir. Alors j'ose espérer que ça a changé depuis, mais j'en suis pas du tout sûre. Tout ça pour finir que donc il y avait la police qui venait régulièrement chez moi. Donc les policiers, et à un moment, la policière me dit, mais madame, il faut partir de chez vous. Attendez, je suis chez moi. Je suis propriétaire de ma maison. Vous me demandez de partir. J'ai mon entreprise à l'intérieur de ma maison. Ma fille habite dans ma maison aussi. Et vous me demandez, moi, de partir. C'est ce que j'ai fini par faire pour sauver ma fille. Pour la mettre à l'abri de son père. De son géniteur. Donc, écoutez, on finit par redéposer plainte, je sais plus combien de fois. Je vous passe les détails. Jusqu'à la dernière fois où là, je suis reçue par un OPJ qui a démissionné depuis. Il m'a dit, je n'ai pas supporté la façon dont vous avez été traité. Écoutez-moi bien, j'ai été condamnée à un rappel à la loi avec le père de mes enfants. C'est-à-dire que moi, j'avais eu des jours d'ITT donnés par le COVA. Et j'ai été reconnue coupable de violence envers le père de mes enfants. L'OPJ m'a dit, je sais que vous avez raison, mais en fait, la procureure a voulu dire un partout, balle au centre. Oui. Voilà. À l'époque, privation de sommeil pendant 5 ou 6 mois, vous vous doutez bien que je ne suis pas allée, j'ai pas pris mon courage à deux mains, j'avoue, je regrette un peu. J'aurais dû dire, je suis pas d'accord et repartir dans des procédures. J'étais pas capable. Je n'étais pas capable parce que la violence psychologique, elle ne se voit pas. C'est clair. C'est des bleus à l'âme. Ces gens-là, ils essayent de vous détruire. Quand l'OPJ m'a dit, vous êtes condamné à une rappel à la loi, il y a un stop en bas de chez moi. Pourtant, je suis normalement constituée. J'ai 2 enfants que j'adore. Des parents exceptionnels qui, s'ils n'avaient pas été là, je serais certainement pas là aujourd'hui. J'ai grillé le stop. Je me suis dit, je vais mourir en fait. Je veux qu'on me sorte de cet enfer. J'avais tellement foi en cette justice, mais je me dis, c'est pas possible. Elle peut pas en fait me condamner moi. J'ai rien fait. Oui. C'était injuste. La finalité, donc convoquée par le délégué du procureur, voilà, je vous la fais courte. Je lui ai dit, écoutez, vous n'êtes pas coupable, mais monsieur, vous êtes responsable de ce qui va se passer maintenant, à partir de maintenant. Il m'a dit non, il va s'arrêter. J'ai dit non, parce que ces gens-là, ils ne s'arrêtent pas. Comme Bruel, c'est là où je voulais en venir. C'est que ces gens-là, ils sont en toute puissance. Si vous laissez les gens en fait être en toute puissance, il n'y a aucune raison qu'ils s'arrêtent. Oui. Donc le père de mes enfants, vous voyez, ça fait donc 7 ans que j'ai demandé le divorce. On en est rendu à la liquidation judiciaire du régime matrimonial. Oui. Judiciaire, donc en fait, il n'y a rien qui est réglé. Oui. Parce qu'effectivement, la justice, elle a utilisé tous les recours possibles et imaginables pour arrêter ça. Pendant, j'avais droit à la carte grise de ma voiture. J'ai pas eu la carte grise de ma voiture pendant 3 ans. Du coup, ma voiture, c'est un cimetière pour les fleurs. Et on a laissé faire tout ça. C'est cette justice qui est laxiste. On n'arrête pas les gens. La policière m'a dit, vous seriez en Espagne, on l'aurait foutu dehors. Oui. Et la justice, en fait, elle nous a abandonnés. Mais ma fille et moi, elle nous a abandonnés. Mais souvent, on dit, on compatit évidemment à votre récit, on dit souvent que
On l'a vu d'ailleurs dans le cas de Liana, où a priori la mère de Rosa a été très mal accueillie, notamment par des gendarmes. Alors même si le patron de la gendarmerie était sur une chaîne de télévision et a dit que il enquêtait, que s'il y avait des erreurs, il les sanctionnerait. Est-ce que vous avez été au moins bien accueilli? Est-ce qu'a priori vous avez été bien accueilli? On a cru votre parole, on l'a pas remise en cause pour qu'on vous envoie en COVA, etc. Alors la première fois que le premier OPJ que j'ai vu, d'abord au départ, en fait, il m'a dit je vais vous recevoir dans une salle où il y avait trois bureaux différents. J'ai dit écoutez non monsieur, ça va pas être possible en fait. On va se recevoir dans un bureau où en face à face, j'ai pas envie d'exposer ma vie à qui veut bien l'entendre. Bon. Oui. Mais le premier OPJ, on y a passé 4 heures. Oui. Et il me dit, mais madame, mais oui, mais vous rentrez tout à fait, on était juste au début, c'était à l'époque de Marlène Schiappa, on était au début, en fait, où on parlait de tout ça. Où en fait, moi j'avais l'impression que, enfin, la parole se libérait. Enfin, on allait pouvoir faire quelque chose. Mais depuis 7 ans, il s'est passé combien de féminicides? Oui, c'est clair. Donc la première fois, j'ai été très bien reçue au commissariat. Ensuite, quand je suis allée à Bordeaux, le policier qui m'a rencontré m'a dit écoutez, on va pas vous faire repartir au COVA. Hein. Bah évidemment, oui. On va pas repartir au COVA. C'était pas possible. J'étais dévastée par cette situation-là. Donc après la 3e plainte ou la 4e plainte, la policière me dit mais madame, il faut partir de la maison. Donc effectivement, j'ai pris un Airbnb pour permettre à ma fille de partir. C'est moi qui suis partie et la justice a laissé à monsieur 3 mois pour qu'il s'en aille. Oui, c'est malheureusement souvent le cas. Restez avec nous, Cécile et Anthony. On s'excuse, on va devoir faire une petite pause, mais votre témoignage est bouleversant, on l'entend et on va continuer d'écouter ce que vous avez à nous dire. Cette justice, justement, on en parlait en début de semaine, elle continue parfois de pas forcément opérer dans le sens des victimes. Et on l'a vu dans beaucoup de cas. On parle de l'affaire Bruel avec Philippe jusqu'à 20h. Restez avec nous, 0826 300 300, on se retrouve tout de suite. 19h-20h, les vraies voix font parler la France. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, je vous écoute. Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que moi je croyais que MeToo ça allait changer. Enfin, ça a changé la vision, ça a libéré la parole. Oui. Mais par contre, c'était quelque chose qui visiblement, maintenant que tout le monde commence à parler, et c'est ça qui me perturbe un peu, c'est qu'apparemment tout le monde le savait, mais personne n'a rien dit. Donc pourquoi tous ces gens avant qui le savaient, pourquoi ils n'ont pas alors je parle pas des victimes, hein, j'entends les gens du showbiz. Voilà, pourquoi tous ces gens qui savaient dans les journalistes, dans les organisateurs de spectacles, ça pourquoi ils n'ont pas parlé avant? Ça aurait évité quand même, ça l'aurait arrêté un peu quand même. Non, je crois pas. Pour vous, il y a eu une omerta, Cécile? Ben en fait oui, parce que alors c'est un peu bizarre ce que je vais dire, c'est que je pense qu'on juge maintenant avec notre regard d'aujourd'hui en fonction de tout ce qui a évolué depuis effectivement MeToo. On porte pas le même regard. Quand on voit il y a quelques décennies de ça, on trouvait finalement que la pédophilie c'était presque normal. Ah il y avait même des journaux qui disaient apprenons le sexe aux enfants. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'était Libération. Hein. C'est ça. Donc maintenant, on juge. Alors Patrick Bruel, moi j'ai pas. Franchement, alors regarde un peu. C'est la seule chose que je connais de lui, je crois. Mais en dehors de ça, je ne sais pas que c'est pas un personnage. J'aime pas. Je n'ai pas d'a priori particulier. Ni positif ni négatif. Oui, en fait, voilà. C'est juste que ça me fait rebondir par rapport à mon expérience en me disant on l'a laissé faire. Collectivement, les gens l'ont laissé faire. Alors Cécile, restez avec nous parce que Anthony vous écoute. Anthony, qu'est-ce que vous voulez répondre à Cécile? Vous êtes d'accord, il y a eu une omerta ou pas? Écoutez, une omerta, oui, a priori, puisque on commence à voir plein de gens savaient. Mais on en a plein des histoires comme ça. Souvenez-vous de Dominique Strauss-Kahn. On disait tout le monde savait. Il a fallu cette histoire au Sofitel de New York. Alors il n'a jamais été condamné, hein? Il a jamais été condamné, mais il a jamais été condamné. Il a fait un arrangement aux États-Unis. Absolument. Rappelons-le. Voilà. Mais bon, mais des comme ça, il y en a plein. J'en ai pas d'autres en tête, mais on en a quelques-uns où on savait, mais on n'a rien dit.
MeToo a libéré la parole, peut-être. Là où je vais être d'accord, c'est que je suis pas sûr qu'elle soit accueillie. Alors Cécile, a priori, a rencontré des gens qui l'ont bien accueilli au départ et puis après qui prenaient pas la mesure. Moi, je pense que c'est ça le problème, c'est que quand les femmes, parce que c'est souvent les femmes qui sont coupables, qui sont victimes, elles sont pas forcément accueillies comme il faudrait, et ça pêche encore dans la justice, et que du coup il y a eu MeToo, il y a eu un vent d'espoir, et puis quand les femmes sont confrontées à des OPJ ou des agents qui les accueillent pas bien ou qui sont pas expérimentés, ça les dégoûte, et on repart dans finalement je vais rien dire parce que ça sert à rien. D'accord. Mais Anthony, est-ce que pour vous, aujourd'hui, la question qui va pas se poser, parce qu'il y a certains faits qui sont assez anciens pour Patrick Bruel, va se poser la question notamment de la prescription. Est-ce que pour vous, alors là c'est pour les mineurs, il y a Aurore Berger qui voudrait supprimer la prescription, mais est-ce que pour vous, des affaires comme ça, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, c'est pas très compliqué à instruire parce que c'est parole contre parole? Si, tout à fait. Non, mais c'est ça, c'est effectivement ça. Le problème, c'est que là aujourd'hui, elle est démêlée le vrai du faux, le vrai du faux, et puis en tout cas le contexte. On a un contexte. Qu'est-ce qui est exagéré, ce qui n'avait pas. C'est extrêmement compliqué. C'est effectivement d'ailleurs une des difficultés de ce genre de dossier, notamment celui de Patrick Bruel. Et vous, Cécile, parce que c'est parole contre parole, et une accusation n'est pas une preuve de culpabilité. Vous disiez, j'ai confiance en la justice dans mon pays, mais elle m'a laissé. Est-ce que vous croyez pas que c'est quand même le type de dossier très, très, très compliqué à juger? Parce qu'il n'y a plus de preuves matérielles, et après... Évidemment, mais... Oui. Évidemment, mais alors, parce que je me rends bien compte que vous voyez, quand je vous parlais de violences psychologiques, on n'a pas de preuves de violences psychologiques non plus. Mais voilà. Alors je vous arrête. S'il y a un viol, si c'est tout de suite, il peut y avoir des preuves physiques. Et c'est ça. Je prends l'exemple de la petite Rosa qui a été violée par a priori le meurtrier de Liana. Il y avait des preuves physiques. Je vais pas rentrer dans les détails que vous avez tous lus dans les médias, évidemment. Oui, mais ce que simplement je veux dire par là, s'il y avait eu qu'une seule agression, s'il y avait qu'une seule plaignante, mais de toute façon, après c'est ridicule ce que je dis, parce que même une seule plaignante, elle doit être prise en considération. Bien sûr. Mais là, il y a pléthore de faisceaux. Et puis c'est surtout que non seulement il y a pléthore de faisceaux, donc ça veut dire que quelque part, sans être procureur ni juge ni ce que vous voulez, on a de quoi se dire qu'il y a peut-être matière à ne pas. C'est un peu compliqué parce que moi je le verrais bien coupable quand même, vous voyez. Oui, mais il est présumé innocent. Ça, la présomption d'innocence existe pour tout le monde. Après, oui, bien sûr, évidemment, ça existe. Mais qu'est-ce que vous voulez que lui va dire? C'était consenti, et la femme, elle va dire c'est pas consenti. Sauf que quand pour moi, j'ai écouté des témoignages de viol, les femmes disent on se dissocie de la situation. Donc, est-ce que le fait de se dissocier du viol ne donne pas l'impression à l'agresseur finalement que la victime était consentante? Et donc, alors que pour autant, c'est un viol et que c'est condamnable et que c'est affreux et que ça devrait pas exister. Mais et peut-être que lui il va dire mais à aucun moment j'ai violé ces femmes, quoi. À aucun moment je les ai agressées, à aucun moment. Mais quand vous avez autant et puis c'est aussi l'attitude qu'il a. Je veux dire, l'attitude qu'il a eue avec ces femmes, elle est finalement assez similaire d'après ce qu'on a lu dans les médias. Aussi. Exactement. Il faut prendre ça avec des pincettes aussi, quoi. Bien sûr. Anthony voulait réagir. Je l'ai entendu commencer à parler, mais avec une grande courtoisie, vous a laissé la parole, Cécile. Tout à fait. Après, il y a une des difficultés aussi pour ce genre de dossier quand ils arrivent, c'est des affaires comme Sébastien Coé. Oui. Où Sébastien Coé, donc il y a quelqu'un qui l'accuse, il y a eu un emballement médiatique immédiat, il a été remercié de sa radio quasi immédiatement. Oui. Et puis, et il a été blanchi dans un procès quelques temps après. Voilà, et même celle qui plaignante a été condamnée. Exactement. Donc ça rajoute aussi à la difficulté, parce que du coup maintenant c'est vrai qu'on n'a pas envie non plus de condamner un innocent. Donc tout ça fait un espèce de gladiboulga de dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on en fait pas assez, est-ce qu'on en fait trop. Et quand on a ce genre d'affaires aussi médiatiques, ça contrebalance, et c'est aussi une des difficultés qu'il faut prendre en compte.
Oui, vous êtes d'accord avec ça parce que on prenait cet exemple, mais il y a eu d'autres cas par exemple, je pense à Harry Habitant qui a été blanchi par la justice après avoir été accusé de viol. Est-ce que quelque part, c'est pas une question aussi qui se pose, hein, parce que vous perdez votre boulot. Alors là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de cas pour Patrick Bruel, ce qui n'était pas le cas d'Harry Habitant. Cécile, en tant que femme, est-ce que ça vous interpelle pas aussi? Non. Oui, mais il a été, non, mais tant Sébastien Coé a été blanchi et son accusatrice condamnée, ou Harry Habitant qui a été blanchi. Donc une accusation n'est pas automatiquement une preuve de culpabilité. Non. Ça m'a gêné par contre. C'est le tribunal médiatique qui m'a gêné. Mais ça arrive dans tous les cas des personnalités publiques, qu'on le veuille ou non. Hein. Oui, c'est ça la difficulté aussi. Mais en fait, attendez, ça arrive dans... Ok, d'accord. Il me semble que là, dans l'actualité, vous allez me confirmer ou infirmer, il n'y a pas un magistrat là qui s'est fait toper avec des trucs de sa fille là, en mettant... Alors si, c'était assez ancien, c'était un magistrat de Dijon qui... prostituait sa fille de 12 ans mais sur Internet et il a été pris, mais la fille n'avait pas encore été prostituée, etc. Mais des faits que je considère comme gravissimes en ce qui me concerne. Hein. C'est ça. Et là, pour autant, le tribunal médiatique n'a pas fonctionné. Il faudrait que, vous voyez, je sais pas, c'est troublant. En fait, j'ai pas envie qu'on fasse. Je n'aimerais pas, par exemple, qu'on discrédite la parole de la femme en disant parce que c'est Harry Habitant. Moi, je trouve ça scandaleux parce qu'il est fini, cet homme. Il essaye de faire ce qu'il peut, mais moi, je suis absolument contre la manifestation des femmes comme ça, enfin la manifestation des gens comme ça dans ces spectacles, etc. Je trouve ça scandaleux. Qui font les Torquemada, qui veulent laver plus blanc que blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me dérange. Ça me dérange parce que du coup, ça décrédibilise la parole de la femme. Et pour le coup, ça décrédibilise la justice aussi. Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci Cécile, merci pour votre courage également, de votre témoignage. Merci Anthony. Tout de suite, c'est Magali Berda. Merci François-Louis Bourneau. De rien, on ne vit pas dans la même France, Philippe. Enfin, du moins, Magali ne vit pas dans la même France que nous, puisque ce soir, elle pose cette question. Faut-il enseigner les questions de genre et de discrimination à l'école? Alors, à beaucoup d'invités. C'est à retrouver tout de suite. Si vous voulez prendre la parole, c'est le 0826 300 300 avec Magali. Ça fonctionne aussi. Et puis nous, Philippe, on se retrouve demain soir. Demain soir, à 19h. Et puis dès 17h, avec grand plaisir. Et dès 17h avec les vraies voix. Et demain, ce sera l'ouverture de la Coupe du Monde. Donc, je pense qu'on va en parler évidemment dans les vraies voix, font parler la France. En tout cas, je vous remercie Philippe, merci pour vos témoignages, merci à Cécile de nous avoir livré ce très très beau et lourd témoignage. On se retrouve demain.